Bon, séminaire du 21 décembre 1976. 21 décembre 1976. Me réjouir qu'en raison des vacances, vous soyez moins nombreux. Tout au moins, je me réjouissais. Je me réjouissais à l'avance. Mais je dois vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes là, je suis content. Venez, venez, parce que je vais vous demander de me relayer. Oui? C'est une chance qu'il arrive, je n'étais pas sûr, je n'avais pas téléphoné. Bon. Si dans un découpage systématique d'un tort, un découpage qui a pour effet de produire une double bande de Möbius. Ce découpage est ici présent. Le tort est là, et pour le signifier, pour le distinguer de la double boule, je vais de la même couleur que le tort question, je vais dessiner ici un petit rond qui a pour effet de désigner ce qui est à l'intérieur du tort et ce qui est à l'extérieur. Si nous découpons quelque chose de tel que nous coupions le tort selon quelque chose qui, je vous l'ai dit, a pour résultat de fournir une double bande de Möbius. Nous ne le pouvons qu'à penser ce qui est à l'intérieur du tort, ce qui est à l'intérieur du tort en raison de la coupure que nous pratiquons, comme conjoignant les deux coupures d'une façon telle que le plan idéal qui joint ces deux coupures soit une bande de Möbius. Vous voyez que ici, j'ai coupé doublement par la ligne verte, j'ai coupé le tort. Si nous joignons ces deux coupures à l'aide d'un plan tendu, nous obtenons une bande de Möbius. C'est bien pour cela que ce qui est ici est
Et d'autre part, ce qui est ici constitue une double bande de Möbius. Je dis double. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une bande de Möbius qui se redouble et une bande de Möbius qui se redouble a pour propriété comme la dernière fois je l'ai montré déjà, a pour propriété non pas des deux bandes de Möbius, mais d'être une seule bande de Möbius qui apparaît ainsi. Vous avez la chose de la dernière fois. Bon. Ça change. Qui apparaît ainsi comme résultat de la
double coupure du corps. La question est la suivante. Cette bande de mesure double est-elle Les gens ils font comme si c'était marché Saint-Pierre. C'est chiant, alors. Le cosaque qui est devant nous. C'est vrai, quoi. Il est 8h15. de cette forme La question de est... celle-ci? En La d'autres termes, passe-t-elle, je parle d'une des boucles, passe-t-elle devant la boucle suivante, celle-ci-là, passe-t-elle derrière? C'est quelque chose qui n'est évidemment pas indifférent à partir du moment où nous procédons à cette double coupure qui a pour résultat de déterminer cette double bande de mesure. Vous voulez me passer, s'il vous plaît, un petit papier. Un papier supplémentaire que vous mettrez ici à la place de celui-ci. Je vous ai très mal dessiné cette figure. Grâce à Gloria, je dois la dessiner mieux. Je vais la dessiner mieux. Oui, c'est ça. Bon, merci. Voici comment elle devrait être dessinée. Ça, si vous la voyez tout à fait clair, mais il est certain que
bande de Möbius se redouble de la façon que vous voyez ici. Vraiment très satisfait de ce que je suis en train de vous montrer. Je veux dire que, comme j'ai passé la nuit à cogiter sur cette affaire de tort, je ne peux pas dire que ce que je vous donne là soit très satisfaisant. Apparaît comme résultat de ce que j'ai appelé cette double bande de Möbius, dont je vous prie de faire l'épreuve. L'épreuve qui s'expérimente de façon simple, à cette seule condition de prendre deux feuilles de papier, d'y dessiner un grand S, quelque chose de l'espèce suivante. Méfiez-vous parce que ce grand S commande d'être dessiné avec d'abord une petite courbe et ensuite une grande courbe. Tout de même la petite courbe et ensuite une grande. Si vous en découpez deux sur une feuille de papier, sur une feuille de papier double, vous verrez qu'en pliant les deux choses que vous aurez coupées sur une seule feuille de papier, vous obtiendrez naturellement une jonction de la feuille de papier numéro 1 avec la feuille de papier 2, et de la feuille de papier 2 avec la feuille de papier numéro 1. C'est-à-dire que vous aurez ce que j'ai désigné à l'instant par une double bande de Möbius. Vous pourrez aisément constater que cette double bande de Möbius se recoupe, si je puis m'exprimer ainsi, indifféremment. Je veux dire que ce qui est en dessus lui passe en dessous, qui ensuite, étant passé en dessus, repasse en dessus. Il est indifférent de faire passer ce qui d'abord passe en dessus, on peut le faire passer en dessous. Vous constaterez avec aisance que cette double bande de Möbius fonctionne indifféremment. Est-ce que c'est à dire qu'ici, ce soit la même chose? Je veux dire que d'un même point de vue, on puisse mettre ce qui est en dessus, ou inversement. C'est bien en effet ce que réalisent
la double bande de Möbius. Je m'excuse de m'aventurer dans quelque chose qui n'a pas été sans me donner de mal à moi-même, mais il est certain qu'il en est ainsi. Si vous fonctionnez en produisant de la même façon que je voulais présenter cette double bande de Möbius, à savoir en pliant deux pages découpées ainsi, de façon telle que le 1 aille se conjoindre à la deuxième page, et qu'inversement, la deuxième page vienne conjoindre à la page 1, vous aurez exactement ce résultat à propos duquel vous pourrez constater qu'on peut faire passer indifféremment l'un, si je puis dire, devant l'autre, la page 1 devant la page 2, et inversement, la page 2 devant la page 1. Quelle est la suspension qui résulte de cette mise en évidence? Cette mise en évidence de ceci, que dans la double bande de Möbius, ce qui est en avant d'un même point de vue peut passer en arrière du point de vue qui reste le même. Ceci nous conduit à quelque chose qui, je vous y incite, est de l'ordre d'un savoir-faire. Un savoir-faire qui est démonstratif en ce sens qu'il ne va pas sans possibilité de l'une des vues. Pour que cette possibilité s'éteigne, il faut qu'elle cesse de s'écrire, c'est-à-dire que nous trouvions un moyen, et un moyen, dans ce cas, un moyen de distinguer ces deux cas. Quel est le moyen de distinguer ces deux cas? Ceci nous intéresse parce que l'une des vues est quelque chose qui substitue à ce qui se fonde comme savoir qu'on sait le principe de savoir qu'on sait sans le savoir. Le là porte sur quelque chose. Le est un pronom dans l'occasion qui porte sur le savoir lui-même, entend non pas que savoir, mais que fait de savoir. C'est bien en quoi l'inconscient prête à ce que j'ai cru devoir suspendre sous le titre de l'une des vues. L'intérieur et l'extérieur, dans l'occasion, à savoir concernant le tort, sont-elles des notions de structure
ou de forme. Tout dépend de la conception qu'on a de l'espace. Et je dirais, jusqu'à un certain point, de ce que nous pointerons comme la vérité de l'espace. Il y a certainement une vérité de l'espace qui est celle du corps. Le corps, dans l'occasion, est quelque chose qui se fonde que sur la vérité de l'espace. C'est bien en quoi la sorte de dissymétrie que je mets en évidence a son fondement. Cette dissymétrie tient au fait que j'ai désigné du même point de vue. Et c'est bien en quoi ce que je voulais cette année introduire est quelque chose qui m'importe. Il y a une même dissymétrie, non seulement concernant le corps, mais concernant ce que j'ai désigné du symbolique. Il y a une dissymétrie du signifiant et du signifié qui reste énigmatique. La question que je voudrais avancer cette année est exactement celle-ci. Est-ce que la dissymétrie du signifiant et du signifié est de même nature que celle du contenant et du contenu, qui est tout de même quelque chose qui a sa fonction pour le corps? Ici, importe la distinction de la forme et de la structure. Ce n'est pas pour rien que j'ai marqué ici ceci est un tort, quoique sa forme ne le laisse pas apparaître. Est-ce que la forme est quelque chose qui prête à la suggestion? Voilà la question que je pose, et que je pose en avançant la primauté de la structure. Ici, il m'est difficile de pas avancer ceci, que la bouteille de Klein, cette vieille bouteille de Klein dont j'ai fait état, si je me souviens bien, dans les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, cette vieille bouteille de Klein a en réalité cette forme-là. Elle n'est strictement pas autre chose que ceci. À ceci près que pour que ça fasse bouteille, on la corrige ainsi, à savoir qu'on la fait rentrer sous la forme suivante, qu'on la fait rentrer ici d'une façon telle que on ne comprend plus rien à sa nature essentielle. Est-ce qu'effectivement, dans le fait de l'appeler bouteille, il n'y a pas là une falsification par rapport à ceci, que seule sa présentation en verre est le quelque chose
justement permet de saisir immédiatement ce en quoi la jonction de l'endroit se fait avec l'envers, c'est-à-dire tout ce qui se découpe dans cette surface, à condition de le faire complet. Et c'est là encore une question, qu'est-ce à dire que de faire une découpure qui intéresse toute la surface? Voilà les questions que je pose et que j'espère pouvoir résoudre cette année. Je veux dire que si nous porte à quelque chose de fondamental pour ce qui est de la structure du corps, ou plus exactement du corps considéré comme structure. Que le corps puisse présenter toutes sortes d'aspects qui sont de pure forme, que j'ai tout à l'heure mis sous la dépendance de la suggestion, voilà ce qui m'importe. La différence de la forme, en tant qu'elle est toujours plus ou moins suggérée avec la structure, voilà ce que je voudrais cette année mettre en évidence pour vous. Je m'excuse, ceci, je dois dire, n'est pas assurément ce que j'aurais voulu vous apporter ce matin de meilleur. J'ai eu, vous le voyez, j'ai eu grand souci, je m'empêtre. C'est le cas de le dire, ce n'est pas la première fois. Je m'empêtre dans ce que j'ai à proférer devant vous, et c'est pour cela que je m'en vais vous donner l'occasion d'avoir quelqu'un qui sera ce matin un meilleur orateur que moi, je veux dire Alain Dié qui est présent et que j'invite à venir s'énoncer la durée de certaines idées qui sont les miennes, qui sont des dessins d'écriture et dont il voudra bien vous faire part. Ah, cher Didier, venez. Vous avez votre petite page, ou bien faut-il que je vous la fournisse? Faut-il que je vous la fournisse, cette petite page? Ah, voilà. C'est gentil, c'est pas plus simple. Vous n'avez pas de au fond. Vous n'avez pas fait Vous n'avez pas pour les asseoir au fond. Il y a des places au fond pour vous asseoir. Pas pour mettre Et des micros dans votre page. On voit plus rien. Bon, je dois dire d'abord que le docteur Lacan me prend tout à fait au dépourvu, que j'étais pas prévenu qu'il comme ça me proposerait de me passer la parole pour essayer de reprendre un point dont je lui ai parlé ces jours-ci, dont je dois vous dire tout de suite que personnellement, je n'en fais pas l'articulation du tout avec ce dont il nous est parlé présentément. Je la sens peut-être confusément, mais c'est pas... N'attendez donc pas que j'essaye d'articuler ce que je vais essayer de dire avec le problème de topologie dont le docteur Lacan parle en ce moment. Le problème que j'ai essayé d'articuler, c'est d'essayer d'articuler de façon un peu conséquente avec
ce que le docteur Lacan a apporté sur le montage de la pulsion, d'articuler à partir du problème du circuit de la pulsion, d'essayer d'articuler différentes torsions qui m'apparaissent repérables entre le sujet et l'autre, différents temps dans lesquels s'articulent 2 ou 3 torsions. Ça reste pour moi assez hypothétique, mais enfin je vais essayer de vous retracer comment les choses peuvent comme ça se mettre en place. Alors la pulsion, le circuit pulsionnel d'où je partirai pour essayer d'avancer serait quelque chose d'assez énigmatique, serait quelque chose de l'ordre de la pulsion invocante et de son retournement en pulsion d'écoute. Je veux dire que le mot de pulsion d'écoute n'existe nulle part comme tel, ça reste tout à fait problématique. Et plus précisément, quand j'ai parlé de ces idées au docteur Lacan, je dois dire que c'est plus précisément au sujet du problème de la musique et d'essayer de repérer pour un auditeur qui écoute une musique qui le toucherait, disons qui lui ferait de l'effet, de repérer les différents temps par lesquels se produisent des effets dans l'auditeur et dans les différents parcours que je vais essayer donc de vous livrer maintenant assez succinctement parce que je n'ai pas préparé de texte ni de notes, alors excusez-moi si c'est un peu improvisé. J'imagine, si vous voulez, que si vous écoutez une musique, je parle d'une musique qui vous parle ou qui vous musique, je pars de l'idée que si vous l'écoutez, la façon dont vous la prenez, cette musique, je partirais de l'idée que c'est en tant qu'auditeur d'abord que vous fonctionnez. Ça paraît évident, mais enfin c'est pas tellement simple. C'est-à-dire que je dirais que si la musique, dans un tout premier temps, les temps que je vais essayer de décortiquer pour la commodité de l'exposé, sont bien sûr pas à prendre comme des temps chronologiques, mais comme des temps qui seraient logiques et que je désarticule nécessairement pour la commodité de l'exposé. Si donc la musique vous fait de l'effet comme auditeur, je pense qu'on peut dire c'est que quelque part comme auditeur, tout se passe comme si elle vous apportait une réponse. Maintenant, le problème commence avec le fait que cette réponse fait donc surgir en vous l'antécédence d'une question qui vous habitait en tant qu'autre, en tant qu'auditeur, qui vous habitait sans que vous le sachiez. Vous découvrez donc qu'il y a là un sujet quelque part qui aurait entendu une question qui est en vous et qui non seulement l'aurait entendue, mais qui en aurait été inspiré puisque la musique, la production du sujet musicant, si vous voulez, serait la réponse à cette question qui vous habiterait. Vous voyez donc déjà que si on voulait articuler ça au désir de l'autre, s'il y a en moi, en tant qu'autre, un désir, un manque inconscient, j'ai le témoignage que le sujet qui reçoit ce manque n'en est pas paralysé, n'en est pas en fading dessous, comme le sujet qui est sous l'injonction du Tchevoï, mais au contraire, en est inspiré. Et son inspiration, la musique, en est le témoignage. Bon, ceci est le point de départ de cette constatation. L'autre point, n'est-ce pas, c'est de considérer que, en tant qu'autre, je ne sais pas quel est ce manque qui m'habite, mais que le sujet lui-même ne me dit rien sur ce manque, puisqu'il dit directement ce manque. Le sujet lui-même de ce manque ne sait rien et n'en dit rien, puisqu'il est dit par ce manque, mais en tant qu'autre, je dirais que je suis dans une perspective topologique où m'apparaît le point où le sujet est divisé, puisqu'il est dit par ce manque. C'est-à-dire que ce manque qui m'habite, je découvre que c'est le sien propre. Lui-même ne sait rien de ce qu'il dit, mais moi, je sais qu'il sait sans savoir. Je vais donc, vous voyez que ce que je vous ai dit là peut s'écrire un petit peu comme ce que Lacan articule du procès de la séparation. Et je vais donc articuler les différents temps de la pulsion avec différents
différentes articulations de la séparation. Bon. En bas à gauche, j'ai mis le procès de la séparation avec une flèche qui va du grand A barré à ce manque mis en commun entre le grand A et le sujet, l'objet petit a, et cette flèche voudrait signifier que, en tant qu'autre, je ne sais rien de ce manque en tant qu'autre, mais quelque chose m'en revient du sujet qui lui en dit quelque chose. C'est pour ça que je l'articule avec la pulsion, parce que tout se passe comme si je voudrais arriver à articuler ce manque, ce rien, en accrocher quelque chose, en savoir quelque chose. Je fais confiance au sujet. Disons que je me laisse pousser par lui, c'est d'ailleurs la pulsion. Je me laisse pousser par lui, et j'attends de lui qu'il me donne cet objet petit a. Mais au fur et à mesure que j'avance, que j'attends du sujet, si je puis dire, ce que je découvre, c'est que, en suivant le sujet, le petit a, nous ne faisons tous les deux que le contourner. Il est effectivement à l'intérieur de la boucle. Et je m'assure effectivement que ce petit a, il est inatteignable. Je pourrais dire là que c'est un premier parcours, et que quand je me suis assuré en tant qu'autre qu'il a ce caractère effectivement d'objet perdu, l'idée que je propose, c'est qu'on peut comprendre à ce moment-là le retournement pulsionnel dont parle Freud et que reprend Lacan, le retournement pulsionnel que je vais mettre en haut du graphe, comme le passage à un deuxième mode de séparation, et ce retournement pulsionnel, si on peut dire, comme une deuxième tentative d'approcher de l'objet perdu, mais d'un autre, cette fois, d'une autre perspective, de la perspective du sujet. Je m'explique. Si vous voulez, dans le premier temps, j'ai posé que j'étais auditeur, j'entends la musique. Dans ce deuxième temps que je postule, je dirais que, alors que je me reconnaissais comme auditeur, le point de bascule qui arrive, qui fait que maintenant je vais passer de l'autre côté, on peut l'articuler ainsi, c'est-à-dire avancer que, alors que je me reconnaissais comme auditeur, on pourrait dire que cette fois, c'est moi, je suis reconnu comme auditeur par la musique qui m'arrive. C'est-à-dire que la musique, ce qui était une réponse et qui avait fait surgir une question en moi, les choses s'inversent, c'est-à-dire que la musique devient une question qui m'assigne en tant que sujet à répondre moi-même à cette question. C'est-à-dire que vous voyez que la musique se constitue comme m'entendant, comme sujet finalement, appelons-le par son nom, comme sujet supposé entendre, et la musique, la production, ce qui était la question, ce qui était la réponse inaugurale devient la question, la production donc du sujet musicien se constituant comme sujet supposé entendre, m'assigne dans cette position de sujet et je vais y répondre par un amour de transfert. Par là, on ne peut pas ne pas articuler le fait que la musique produit tout le temps effectivement des effets d'amour, si on peut dire. Je reviens encore à cette notion d'objet perdu par le biais suivant, c'est que vous n'êtes pas sans avoir remarqué que le propre de l'effet de la musique sur vous, c'est qu'elle a ce pouvoir, si on peut dire, de métamorphose, de transmutation, qu'on pourrait résumer rapidement ainsi, de dire par exemple qu'elle transmute la tristesse qu'il y a en vous en nostalgie. Je veux dire par là que si vous êtes triste, c'est que vous pouvez désigner, si vous êtes triste ou déprimé, vous pouvez désigner l'objet qui vous manque, dont le manque vous fait défaut, vous fait souffrir, et d'être triste, c'est triste, je veux dire. Ça n'est pas la source d'aucune jouissance. Le paradoxe de la nostalgie, comme Victor Hugo le disait, la nostalgie, c'est le bonheur d'être triste. Le paradoxe de la nostalgie, c'est que, précisément dans la nostalgie, ce qui se passe, c'est que ce qui vous manque est d'une nature que vous ne pouvez pas désigner et que vous aimez ce manque. Vous voyez que dans cette transmutation, tout se passe comme si l'objet qui manquait s'est véritablement évaporé. C'est évaporé et que ce que je vous propose, c'est de comprendre effectivement la jouissance, une des articulations de la jouissance musicale, comme ayant le pouvoir d'évaporer l'objet. Je crois que le mot évaporer, n'est-ce pas, nous pouvons le prendre presque au sens physique du terme dont la physique a repéré la sublimation.
ou dans la sublimation, il s'agit effectivement de faire passer un solide à l'état de vapeur, de gaz, et la sublimation, c'est cette voie paradoxale par laquelle Freud nous enseigne, et Lacan l'a articulé de façon beaucoup plus soutenue, c'est précisément la voie par laquelle nous pouvons accéder justement par la voie de la désexualisation à la jouissance. Donc, vous voyez, en ce deuxième temps, ce que je marque, en haut du circuit, renversement de la pulsion, une première torsion, c'est peut-être à partir de cette notion de torsion que le docteur Lacan a pensé à insérer ce petit topo au point où il en est, de son avancée. Deuxième temps, donc, une première torsion apparaît, où il y a apparition d'un nouveau sujet et d'un nouvel objet. Le nouveau sujet, précisément, c'est moi qui, d'auditeur, devient, je dirais, je ne peux pas dire parleur, parlant, musiquant. Il faudrait dire que c'est le point dans la musique où les notes qui vous traversent, tout se passe comme si, paradoxalement, c'est pas tant que vous les entendiez, c'est tout se passe comme si, j'insiste sur le si, tout se passe comme si vous les produisiez vous-même. J'insiste sur le si et sur le conditionnel qui est lié à ce si. Vous n'êtes pas délirant, mais tout se passe néanmoins comme si vous ne les produisez pas, mais comme si vous les produisiez vous-même, ces notes. C'est vous, l'auteur de cette musique. J'ai mis une flèche qui va là du sujet au petit a séparateur, voulant indiquer par là que dans cette deuxième perspective de la séparation, cette fois, c'est du point de vue du sujet que j'ai une perspective sur le manque dans l'autre. Alors, quel est ce manque? Comment le repérer par rapport à l'amour de transfert? Eh bien, n'est-ce pas, quand nous écoutons une musique qui nous émeut, la première impression, c'est tout le temps d'entendre que cette musique a tout le temps à faire avec l'amour. On dirait que le musicien chante l'amour, on pourrait dire. Mais si on prend au sérieux ce petit schéma, et si même on essaye de comprendre comment fonctionne l'amour, ce mouvement de torsion dans la musique, vous sentirez que ça n'est pas tant le sujet, disons le sujet qui parle de son amour à l'autre, mais bien plutôt qu'il réponde à l'autre, que son message et cette réponse où il est assigné par ce sujet supposé entendre, et que sa musique d'amour impossible est en fait une réponse qu'il fait à l'autre, et c'est à l'autre qu'il suppose le fait de l'aimer et de l'aimer d'un amour impossible. Le problème, si vous voulez, ça, on pourrait sommairement faire le parallèle avec certaines positions mystiques, où le mystique est celui qui ne vous dit pas qu'il aime l'autre, mais qui ne fait que répondre à l'autre qu'il aime, qu'il est mis dans cette position, qu'il n'a pas le choix, il ne fait qu'y répondre. Dans ce deuxième temps de la musique, on peut faire ce parallèle dans la mesure où le sujet, effectivement, postule l'amour de l'autre pour lui, mais l'amour de l'autre en tant que radicalement impossible. C'est en ceci que j'ai mis cette flèche, c'est que le sujet a, par ce deuxième point de vue, a une perspective sur le manque qui habite l'autre. C'est-à-dire que vous voyez, après ces deux temps, on pourrait dire que se confirme par ce deuxième temps que l'objet évaporé, dans la deuxième position, il reste tout aussi évaporé que dans la première position. On se rapproche, comme vous le voyez, on se rapproche de la fin de la boucle. Le transfert, là, on peut remarquer que ça correspond très précisément à la façon dont Lacan introduit l'amour de transfert dans le séminaire du transfert, c'est-à-dire qu'il y a là, le sujet postule que c'est l'autre qu'il aime, il pose donc un aimé et un aimant, et il y a donc passage dans cet amour de transfert de l'aimer à l'aimant. Ce que je vous ai dit là, de toute façon, n'est pas exact, parce que ce deuxième temps ne peut pas s'articuler comme tel, et il s'articule synchroniquement avec un troisième temps qui existe
je dirais, synchroniquement avec lui, de la façon suivante. Le sujet, cette fois, si vous voulez, étant lui-même musicien, étant producteur de la musique, donc s'adresse à un nouvel autre, que j'ai appelé sujet supposé entendre, qui n'est plus tout à fait l'autre du point de départ. C'est un nouvel autre. Ce nouvel autre, précisément, ça n'est plus le vel, ça n'est plus ou l'un ou l'autre. À ce nouvel autre, il va également s'identifier. C'est-à-dire qu'il y a, à partir du haut de la boucle, une double disposition où le sujet est à la fois celui qui est parlant et celui qui est entendant. Quelque chose peut-être pourra vous illustrer cette division. C'est celle que met en évidence, à mon avis, le mythe d'Ulysse et des sirènes. Vous savez qu'Ulysse, pour écouter le chant des sirènes, avait bouché de cire les oreilles de ses matelots. Comment est-ce que nous devons comprendre ça? Ulysse s'expose à entendre la pulsion invocante, enfin à entendre le chant des sirènes. Mais ce à quoi il s'expose, puisque quand il va entendre le chant des sirènes, vous savez que l'histoire nous raconte qu'il hurle aux matelots, qu'il leur dit « mais arrêtez, restons ». Mais il a pris ses précautions. Il sait qu'il ne sera pas entendu. C'est-à-dire que ce que ce mythe, à mon avis, illustre, c'est mon deuxième temps, c'est-à-dire que Ulysse s'est mis en position de pouvoir entendre dans la mesure où il s'était assuré qu'il ne pourrait pas parler. C'est-à-dire où il s'était assuré qu'il n'y aurait pas ce retournement de la pulsion, c'est-à-dire le deuxième et le troisième temps, c'est-à-dire où il s'était assuré qu'il n'y aurait pas un sujet supposé entendre à cause des bouchons de cire. Vous voyez que le premier temps, entendre, c'est une chose, mais ça nous pose même le problème de l'éthique de l'analyste. Est-ce que précisément un analyste qui est quelqu'un dont on peut attendre de lui qu'il entende certaines choses, est-ce qu'il n'est pas, à un moment donné, nécessairement, de par la structure même du circuit pulsionnel, en position d'avoir à se faire parlant, de ne pas faire comme Ulysse, disons, qui avait déjà pris un premier risque d'entendre certaines choses. J'imagine qu'après ce deuxième et troisième temps, où le sujet, n'est-ce pas, et l'autre continuent leur chemin côte à côte, toujours séparés par le petit tas séparateur, quelle est la position par rapport à notre point de départ? Où en sommes-nous? Bien ce que le point, on pourrait dire, sur lequel le sujet débouche, c'est qu'après ce deuxième et troisième temps, il a trouvé l'assurance que ce petit tas séparateur, il a trouvé l'assurance que c'était effectivement impossible de le rencontrer, puisqu'il n'est arrivé à n'en faire que le tour. Mais il lui a fallu plusieurs mouvements dialectiques pour en avoir, je dirais, comme, je ne sais pas si le mot est bon, mais pour en avoir comme une forme de certitude qui va peut-être lui permettre là de faire un nouveau saut, qui sera mon quatrième temps, un nouveau saut, SAUT, qui va lui permettre à ce moment-là de passer à une nouvelle forme de jouissance, de s'y risquer. Je dis de s'y risquer parce que ça n'est pas donné d'arriver à ce que j'appelle ce quatrième temps, que je vais quand même marquer. Je vous dis qu'on peut imaginer un dernier temps qui serait le point terminal, le point de, non pas de retour, puisque la pulsion ne revient pas au point de départ, mais le point possible, ultime de la pulsion. J'ai marqué la jouissance de l'autre. Et le petit schéma, le nouveau schéma de séparation, le troisième que j'inscris, représente le schéma de la séparation, non plus avec l'objet petit a dans la lunule, mais avec le signifiant S de grand A barré et le signifiant S2, signifiant que Lacan nous apprend à repérer comme étant celui de l'Urverdrangung. Pourquoi est-ce que je marque ça? Enfin, je dirais que tout le parcours ayant été fait, que ce soit du point de vue du sujet, de l'autre et du deuxième autre, l'objet, il est confirmé que l'objet est vraiment volatilisé. On peut imaginer
qu'à ce moment-là, le sujet va faire un saut, ne va plus se contenter d'être séparé de l'autre par l'objet ptah, mais va procéder véritablement à une tentative de traversée du fantasme. Il y a un passage dans le séminaire 11, bien avant que Lacan parle du problème de la jouissance de l'autre, où Lacan, au sujet de la pulsion et de la sublimation, pose la question, il se demande qu'est-ce que serait comment la pulsion peut-elle être vécue après ce que serait la traversée du fantasme. Et Lacan ajoute, ceci n'est plus du domaine de l'analyse, mais est de l'au-delà de l'analyse. Alors, si nous nous rappelons, que l'objet ptita n'est pas uniquement, comme on l'entend si souvent dire, essentiellement caractérisé par le fait qu'il est l'objet manquant. Il est certes l'objet manquant, mais sa fonction d'être l'objet manquant est pointée très spécialement dans le phénomène de l'angoisse. Mais outre cette fonction, on pourrait dire que sa fonction fondamentale est bien plutôt de colmater cette béance radicale qui rend si impérieuse la nécessité de la demande. S'il y a vraiment quelque chose de manquant dans l'être parlant, c'est pas l'objet ptita, c'est cette béance dans l'autre qui s'articule avec le S de grand tabaret. C'est pourquoi, à la fin de ce circuit pulsionnel, pour rendre compte de l'expérience de l'auditeur, j'aimais cette idée que la nature de la jouissance à laquelle on peut accéder en fin de parcours n'est pas du tout du côté d'un plus de jouir, mais précisément du côté de cette expérience, de cette jouissance, peut-être qu'on pourrait dire extatique, jouissance de l'existence elle-même. D'ailleurs, au sujet du terme jouissance extatique, j'ai été frappé de repérer sous la plume de Lévi-Strauss, d'une part, dans un numéro de musique en jeu, où Lévi-Strauss met très précisément en perspective la nature non pas de la jouissance, mais enfin de l'expérience de la musique et de celle qui lui apparaît être celle de l'expérience mystique. Freud lui-même, dans une lettre à Romain Rolland, répond en articulé à une lettre de Romain Rolland, articulé spontanément, qu'il se refusait à la jouissance musicale et que cette jouissance musicale lui paraissait aussi étrangère que ce que Romain Rolland lui disait sur les jouissances d'ordre mystique. Enfin, c'est lui-même qui articulait les deux, qui a eu l'idée d'introduire la musique là-dedans. Dernier temps, donc, où le sujet fera le saut, je ne sais pas si on peut dire au-delà ou derrière l'objet ptita, mais arrivera à franchir, n'est-ce pas, et à advenir à ce lieu, on pourrait dire, de commémoration de l'être inconscient comme tel, c'est-à-dire de la mise en commun des manques les plus radicaux, qui sont ceux qui font la béance du sujet de l'inconscient et celle de l'inconscient, c'est-à-dire de mettre l'expérience de cette... on pourrait dire qu'au dernier temps, si vous voulez, on pourrait dire que le réel comme impossible est chauffé à blanc, est porté à incandescence. À ce moment-là, je veux dire, ce n'est plus je dicterai, moi, que la pulsion s'arrête, dans le sens où les musiciens ou les auditeurs de musique savent que dans certains moments de bouleversement par la musique, comme on dit, le temps s'arrête. Effectivement, il y a une suspension du temps à ce niveau-là. Et dans cette suspension du temps, on peut faire l'hypothèse que ce qui se passe, c'est une sorte de commémoration de l'acte fondateur de l'inconscient dans la séparation la plus primordiale, c'est la béance la plus primordiale qui a été arrachée au réel, qui a été introduite dans le sujet, qui est celle du S de grand tabaret, du signifiant S2. Je crois que le dernier point qu'on peut avancer, c'est de faire remarquer que ce point de jouissance, qui me paraît être ce que Lacan articulait de la jouissance de l'autre, est précisément donc le point de désexualisation maximum, je dirais total, supérieur, sublime, sublime au sens de sublimation. C'est bien par ce point-là que la sublimation a affaire à la désexualisation et à la jouissance. Bon, je crois que Alors, donc, les 2 torsions ou 3 torsions dont je vous parlais au départ, c'est donc celles qui sont repérables entre le passage du premier au deuxième temps, du deuxième au troisième, et je ne sais pas si on peut parler de torsion, à vrai dire, pour
la topologie de ce que j'appellerais le quatrième temps. Enfin, ça reste à penser. Et prenez ça. Attendez, je vais mettre les crayons là-dedans. Alors, je ferai mon prochain dessert le 11 janvier. Voilà, dites-le. 11 janvier. C'est-à-dire le deuxième mardi de janvier. Janvier 1977.